maintenant. Fatima. Ah ben, c'est un petit peu laborieux aujourd'hui, hein, mais tout va bien. Donc, nous sommes en direct entre New York et Los Angeles. Voilà, d'ailleurs, nous voyons les couleurs et le bronzage de Fatima, ça fait plaisir. Donc, Fatima Medjoubiter, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on s'était rencontrés il y a plus d'1 an sur New York et ça avait été une jolie rencontre. Alors, donc vous êtes la créatrice d'une formidable méthode de coaching développé d'abord parce qu'il ressemble à un jeu. Je sais que vous n'aimez pas trop le jeu, on en parlera. Puis, avec ce livre, Joue ta vie, qui est donc la nouvelle méthode d'auto-coaching pour s'épanouir en 50 minutes chrono. C'est le temps qu'on va avoir aujourd'hui, vous et moi. C'est une méthode qui promet de vous coacher donc en 50 minutes pour quelque part réussir votre vie ou du moins s'en donner les moyens. Alors, on va revenir sur votre parcours et vos différentes vies, parce que vous avez eu différentes vies, et qui font que vous êtes aujourd'hui quelqu'un de différent il y a quelques années. D'abord, une première question, avec un titre comme ça, on veut savoir comment vous allez, Fatima. Est-ce que vous êtes une femme heureuse? Oui, depuis que je joue ma vie, tout va bien, mieux. Oui, oui. Alors, vous aviez une vie en tout cas qui ne vous convenait pas vraiment. Vous ne saviez pas réellement pourquoi, ni ce qui ne vous convenait pas. Est-ce que c'était déjà pas un premier pas de constater que finalement vous n'étiez pas heureuse? Est-ce que c'est déjà un premier pas vers le début d'une résolution d'une meilleure vie? Ah oui, c'était un premier pas, ouais, c'est évident. C'était un premier pas qui m'a amené à vouloir en faire deux, trois autres, et puis une centaine d'autres, et des milliers d'autres, et comme ça, à parcourir un chemin, ouais, un joli chemin initiatique qui m'a amené à découvrir un petit peu les, euh, les secrets du trésor qui étaient en moi, et puis les secrets du bonheur surtout, qu'on recherche tous, hein, c'est la quête du Graal, on va dire, en quelque sorte. Exactement. Donc oui, la première étape, ça a été vraiment de prendre conscience que là où j'étais, c'était bien, mais c'était pas ce que je voulais ou ça me convenait plus. Ouais. Oui, Mais c'était pas d'ailleurs, mal en soi. Mm. d'ailleurs, c'est le premier travail que vous proposez. On va revenir sur le livre, mais c'est le premier travail que vous proposez. Juste une petite parenthèse, parce que ce soir, vous avez la gentillesse de faire gagner un livre. Vous n'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous envoie ce livre. Alors, c'est réservé aux gens qui vivent aux États-Unis parce que les envois ne se font qu'aux États-Unis. Donc, il vous suffit de faire un petit commentaire, voire de m'écrire, si vous ne voulez pas laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et il y aura un tirage au sort que nous ferons en direct. Voilà. Donc, je reviens à nous, à votre parcours. Donc, un jour, vous voyez une lumière bleue. Et c'est un premier réveil d'une prise de conscience. Donc, après cette longue période de vie où vous dites que vous n'étiez pas heureuse et que vous ne rendiez pas les gens heureux, est-ce que vous pouvez nous raconter cette lumière bleue? Mm. Bah, c'est arrivé à une période, on va dire, plutôt malheureuse de ma vie. Je vivais depuis 9 ans en Italie. Je peinais à terminer mes études en sciences politiques. J'étais usée, en fait, ça m'intéressait plus. J'avais perdu le goût de mes rêves d'antan, de faire une carrière diplomatique, etc. Et puis je venais de me séparer, enfin ça faisait 1 an, et puis c'était vraiment une séparation très très douloureuse. Je me séparais d'un manipulateur pervers, donc c'était pas voilà. Donc j'étais, on va dire, au 36e dessous, en quelque sorte, d'un point de vue moral. J'étais vraiment dans une dépression très très difficile à vivre. Et en même temps, il y avait un goût en moi quand même pour la vie. Et puis c'était l'époque d'Internet, c'était l'époque du lancement d'Internet, puisque c'était en 98, donc c'était vraiment les tout débuts d'Internet. Et puis je passais beaucoup de temps à faire des recherches comme ça sur Internet, etc. Et puis à découvrir des choses un peu spirituelles. Et puis un jour, voilà, dans ma chambre, une lumière bleue est apparue. Donc c'était vraiment un phénomène paranormal, hein. Je le raconte dans mon livre, dans les détails. Alors évidemment, je suis française, donc très cartésienne, hein, rationnelle à souhait. Alors évidemment, quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, ouh, je vais prendre mes jambes à mon cou. Et puis je me sauvais. Et puis en fin de compte, non, je me suis dit, tiens, et si on jouait plutôt, si on menait plutôt une enquête pour essayer de savoir ben, qu'est-ce que c'était que ce phénomène exceptionnel qui est arrivé, parce que c'était extraordinaire dans le vrai sens du terme, hein, ça sortait de l'ordinaire. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis partie comme ça dans une quête. J'ai mené une quête
une enquête qui est devenue une quête spirituelle. Et j'ai vraiment eu l'impression, du coup, après ça, pendant 4 ans, de vivre comme l'alchimiste de donc Santiago, l'alchimiste de Paolo Coelho. Et ça a Alors, été euh, vraiment très, très ah, puissant. c'est assez intéressant parce que si je vous suis bien, enfin, de ce que vous écrivez dans votre livre, parce qu'il y a beaucoup de vos témoignages aussi dans ce livre et ça c'est intéressant. L'Italie, ça a quand même été une espèce de fusion je sais pas, de liberté, d'expérience. Donc, est-ce que c'est justement pas arrivé à un moment où vous aviez touché à plein de choses, découvert plein de choses et que bah, finalement vous étiez monté en haut de vos expériences de vie et que boum, il fallait passer à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement ces 9 ans où c'est Oui. parti dans tous les sens qui ont fait que vous êtes arrivé au bout de ça? Oui, ouais, tout à fait. C'est très intéressant que vous releviez ça parce qu'effectivement, en fait, c'était la fin d'un cycle pour moi. Mm. C'est-à-dire qu'en Italie, j'ai adoré vivre en Italie. J'ai découvert d'abord un univers qui m'était tout à fait inconnu, c'est l'univers des émotions. Je suis très rationnelle, donc je pense énormément. Je suis très analytique. Et en arrivant là-bas, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, non, on pouvait vivre autrement qu'en pensant. On pouvait être autrement qu'en pensant. Donc, du coup, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai découvert ce que c'était que l'amour. J'ai découvert l'art. J'ai vécu une passion aussi amoureuse. Donc, c'était vraiment, effectivement, très puissant de ce point de vue-là. Ouais, Et, et donc, c'était la fin d'un cycle. Quand c'est arrivé, c'était vraiment la fin la d'un fin d'un cycle et cycle. ça a été un renouveau qui m'a amené effectivement, suite à ça, à rentrer vivre en France, hein. C'est-à-dire que suite à la Ah lumière oui. bleue, oui, suite à la lumière bleue, je suis rentrée vivre en France, en fait. Est-ce que c'est à cette époque aussi que vous avez découvert, parce que c'était l'époque aussi, je crois, où aux États-Unis, il y avait la naissance de ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est à cette époque que vous l'avez découvert. Ça vous a influencé sur la suite, j'imagine, de votre recherche? Alors non, ça, moi Non? je n'étais absolument pas au courant de ça à l'époque, Mhm. mais ce qui est intéressant dans mon livre, effectivement, je fais le parallèle entre la découverte et le début de la psychologie positive en 1998 par Martin Seligman, qui lui-même a vécu un phénomène paroxytique, parce qu'en fait ce que j'ai vécu, la lumière bleue, c'était aussi un phénomène paroxytique, ça s'appelle comme ça en psychologie transpersonnelle. Et lui a lancé la psychologie positive. Il a été l'un des Intéressant. fondateurs de la psychologie positive. Moi, ça m'a pris plus longtemps, puisque j'ai vécu, mais il était beaucoup plus âgé que moi déjà à l'époque. Moi, je n'avais que 27 ans à l'époque. Et voilà, donc moi, ça m'a pris plus longtemps. J'ai vécu mon parcours initiatique et à partir de là, effectivement, à la fin, j'ai découvert un peu le secret du bonheur, une petite recette secrète pour créer son bonheur. Voilà. Alors, en 2010, coup du sort, puisque la maladie s'attaque à vous. Et là, c'est aussi un réveil. C'est bye-bye votre métier de responsable commercial. En combattant la maladie, vous décidez aussi de combattre la vie que vous aviez jusqu'à présent. Et est-ce que pour vous, ça a été quelque part, c'est terrible à dire, mais une chance, ou en tout cas, est-ce que l'épreuve a été un cadeau? Vous en parlez de l'épreuve comme un cadeau. Finalement, parfois, des épreuves extrêmement difficiles sont une chance à saisir pour être quelqu'un d'autre. C'est un peu ce que vous résumez, non? Ah oui, oui, ce sont des déclencheurs en fait, ce sont des accélérateurs de bonheur, hein. Et ça peut arriver à titre individuel ou collectif. Le Covid, ça peut être vécu, si on veut le voir de manière positive, on peut le voir comme un accélérateur de bonheur ou de tendance, en tout cas qui vont déterminer dans quel monde on vivra dans quelques années, quelle forme tout ça prendra. Je vais vous faire parler dessus justement, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet. En tout cas, j'ai fait le lien effectivement en lisant le livre ce week-end et je trouve que c'est un sujet intéressant et je vais vous faire réagir dessus. Alors, ce qui est assez intéressant dans votre réaction face à la maladie, face au cancer, c'est que, pour avoir souvent parlé avec des gens qui sont passés à côté de la mort, il y a ceux qui sont conscients de s'en être sortis et finalement qui prennent chaque jour comme un cadeau, un peu comme vous, puis ceux qui s'enfoncent encore plus. Est-ce que vous, quand ça vous est tombé dessus, vous vous êtes dit tout de suite que ce combat, vous alliez le mener, que ça allait vous ouvrir à une nouvelle vie, ou alors est-ce qu'il y a eu vraiment ce moment de je fais quoi de ça, quoi? Ah Est-ce que oui, non. Ouais. Non, non, il y a eu Ça a été très très rapide, mais non, on va dire que les premiers jours, ça a été, mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ça, quoi. D'abord, pourquoi ça m'arrive?
suis jeune, je venais de donner naissance à mon premier enfant. Donc voilà, donc à un moment donné où je donne la vie, tout d'un coup, on me menace de mourir, puisque enfin, voilà, il y a la menace de mort qui plane sur moi avec ce cancer. Donc évidemment que non, les premiers jours, on va dire que ça a été le choc, et j'ai véritablement eu peur, quoi. Et ensuite, il y a eu comme un sursaut, en fait. Donc je pense que c'est la vie, hein, qui est en nous et qui nous amène à un moment donné justement à vouloir surmonter les épreuves, hein, qui nous arrivent. Il y a eu un sursaut et très rapidement, en fait, c'est comme si tout s'était enchaîné, c'est comme si tout avait trouvé sa place. Et je me souviens encore très bien sur la plage d'Antibes dire à mon mari, écoute, j'ai envie de changer de vie professionnellement, j'ai envie de devenir indépendante, de me lancer, d'être mon propre patron. Et je pourrais le faire dans le milieu que j'occupe actuellement, c'était celui de la mode, de la bijouterie fantaisie, de la mode à Paris, etc. Et puis j'ai dit, mais je pourrais faire ça, et en même temps, je sens que ça ne suffira pas à combler mon âme. Vraiment, j'ai utilisé ces termes-là. Et puis très rapidement, en fait, je me suis souvenue que j'avais un de mes premiers amours, ça n'était pas que Sciences Po, c'était aussi la psychologie et l'éducation, le social. Voilà, on m'appelait Mère Teresa, hein, quand j'étais petite. Donc l'avocate des pauvres, c'était le surnom que me donnait mon père. Donc évidemment que j'avais une vocation humanitaire, hein, évidente. À aider les autres. À aider les autres. Et c'est très intéressant parce qu'en rentrant à Paris, c'est les synchronicités, hein, qu'il y a dans la vie, mais en rentrant à Paris, dans le TGV, en face de moi, mon mari et moi et ma fille, on était séparés, en fait, et en face de moi, j'avais un médecin, un psychiatre, en fait, et on a échangé. Et en fait, il était spécialisé en psychologie transpersonnelle, ce qui était très rare, qui est très connu aux États-Unis, mais qui est très rare en France. Et puis, on a commencé à échanger. Et je lui ai dit, ah, mais ça m'intéresse énormément. Et puis, il m'a donné les coordonnées d'une école. Il m'a dit, bah, écoutez, informez-vous, ça peut être peut-être un chemin qui est fait pour vous. Et alors, en fin de compte, ce n'est pas du tout le chemin que j'ai suivi, puisque j'ai fini par devenir coach. Donc, mais c'était voilà, ça m'intéressait. Et donc, de fil en aiguille, ça a été un déclencheur. Et de fil en aiguille, très rapidement, en quelques semaines, hein, j'ai trouvé... Ah oui, écoutez, on m'a diagnostiqué mon cancer en juillet. Et en septembre, j'ai été opérée en août, et en septembre, je retournais sur les bancs de l'école. Et un an après, j'étais certifiée. Ouais. On peut penser que ça vous a aidé à guérir, à guérir plus vite. Ouais. Ben oui, parce que la guérison, elle est au niveau de l'esprit et au niveau du corps. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais enfin trouvé mon chemin, donc j'étais à ma place. Donc, je guérissais intérieurement et j'ai contribué à aider les médecins à me guérir aussi. Exactement. Alors, votre vie, c'est aussi votre amoureux, votre âme sœur. Votre mission sur Terre, c'était de le rencontrer, dites-vous. Alors, les contes de fées existent, Fatima, parce que toutes les petites filles sont sûres de rencontrer un jour leur prince charmant, mais ça ne marche pas toujours. Donc, les contes de fées existent. Oui, je peux dire que oui, ça existe. Je l'écris, ça aussi, je le raconte, hein, dans mon livre, qu'effectivement, depuis toute petite, je savais plusieurs choses. En fait, je suis médium, donc j'étais visionnaire, et je savais plusieurs choses. Et je savais notamment, effectivement, que j'étais destinée à rencontrer une âme sœur, mon âme sœur, et avoir un enfant. Et effectivement, je l'ai rencontré et je n'ai qu'un enfant. Donc ça s'est révélé être juste. Par contre, j'ai attendu très longtemps pour le rencontrer. Hein. Donc, c'est pas grave. Il faut laisser le temps au temps. D'ailleurs, j'ai pensé à vous cette semaine avec le décès du prince Philippe, parce que la reine Elisabeth disait qu'elle avait rencontré à 13 ans le prince Philippe, et qu'elle avait dit que ça sera lui et personne d'autre. Et ce fut lui et personne d'autre. Donc ça m'a fait penser un peu à vous, toute cette histoire. C'est un cadeau, c'est une bénédiction. C'est vrai que quand ça nous arrive, c'est quelque chose de très, très précieux, quoi. Mais je tiens à préciser quand même que j'ai travaillé énormément pour ça. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé à grandir intérieurement, à changer, à bouleverser les croyances qui étaient limitantes en moi, ou justement à apprendre à me vouloir du bien aussi. Parce que justement, vous savez, après des années passées avec un manipulateur pervers, j'étais vraiment totalement annihilée. Hein. En termes d'estime de soi, j'étais complètement perdue. Enfin, voilà, donc, j'ai passé beaucoup de temps, ça m'a pris quelques années. Donc, j'ai été célibataire et j'ai choisi de l'être pendant très longtemps, vraiment pour faire ce travail sur nous. Exactement. Ouais. Donc, à la fin, cette rencontre, elle a été, entre guillemets, je dirais, méritée, quoi, dans le sens où voilà, c'était la récompense, c'était le trésor, quoi. C'est comme l'alchimiste, il trouve son trésor dans le désert. Moi, j'ai trouvé mon amoureux, mon âme sœur.
c'est un livre qui m'a aussi marqué. Il y a une vingtaine d'années qui, comme vous, m'a marqué. Alors, cette nouvelle Fatima vous a aussi permis d'assumer vos origines, parce que vous n'avez pas toujours porté le prénom de Fatima. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'être pluriel, parce que vous êtes pluriel, c'est une chance? Oui, bien sûr. Ouais. À tous ceux qui ont du mal à assumer justement parfois leurs origines, leurs histoires, vous leur dites au contraire, prenez ça comme un cocktail formidable que vous devez défendre. Ah oui, complètement. Ouais. Mais je comprends que ça puisse voilà, prendre du temps, de pouvoir s'approprier, parce que quand on est pluriel, justement, on appartient à plusieurs cultures et on sait pas trop, on a l'impression qu'on doit être loyal à une culture plutôt qu'à une autre. Alors moi, ce que j'ai appris, c'est que finalement, je suis juste une citoyenne du monde, parce que voilà, en plus d'être plurielle d'origine, puisque je suis d'origine kabyle, mais que j'ai été élevée en France, mais j'ai aussi vécu en Égypte, en Italie, en Suisse, aux États-Unis. Donc à la fin, je suis juste citoyenne du monde, et c'est ça qui m'amène à penser que je suis juste un être humain, point. Je pense qu'il faut avoir vécu à l'étranger pour moi aussi je dis souvent que je suis citoyenne du monde, et je pense que l'expatriation nous permet d'avoir une ouverture d'esprit, une vision un peu différente. En plus, en Californie, Fatima, ça n'a pas du tout la même consonance. Pas du tout. Voilà, c'est une sainte aussi, et donc ça parle de religion catholique, de religion musulmane. Donc là encore, vous aimez cette pluralité, vous en parlez de façon jolie dans votre livre. Ouais, complètement, c'est vrai. Et ça m'a beaucoup surpris, parce qu'en France, c'est vrai que ce prénom-là est associé à la religion musulmane, qui est plutôt mal vue, pas très bien appréciée. Aux États-Unis, en Californie en particulier, pas du tout. C'est associé à la religion catholique, et donc à la Vierge Marie. Donc évidemment, ça a été une manière, ça a été comme un pont en fait, pour moi, pour retrouver mes origines, et puis pour les accepter en fait, et les embrasser complètement, quoi, totalement, et dire bah voilà, en fait, oui, je suis Fatima Diana, et j'assume, voilà, je m'assume dans mon entièreté. Avec voilà, mais oui, c'est une richesse, et j'invite toutes les personnes qui sont plurielles à s'aimer telles qu'elles sont, parce que c'est une vraie richesse intérieure, et qui est un cadeau pour le monde en fait. Alors, on va parler un peu du livre maintenant de Jules David. Je rappelle qu'un exemplaire, vous nous offrez un exemplaire ce soir. Et donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour participer. Alors, première question, bien évidemment, c'est comment est venue l'idée de développer cette méthode? Parce qu'au début, c'était un jeu. Là, je sais que vous n'aimez pas trop le mot jeu. Lancé en 2016 en France. C'est un jeu méthode. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, vous l'avez lancé d'abord en France. Oui. Alors, pour ceux qui penseraient que ce n'est qu'un jeu, puisque c'est une très jolie boîte que je n'ai pas avec moi, vous leur dites que c'est une méthode sérieuse. Comment vous définiriez le principe, justement? Est-ce que c'est un jeu méthode? C'est quoi le terme pour définir cette méthode de coaching particulière que vous avez mis en place? C'est une méthode de coaching ludique, en fait. Ouais, tout simplement. En fait, j'utilise le biais du jeu pour faciliter en fait, le changement comportemental. Et donc, c'est né très naturellement, en fait. J'étais en train de chercher à créer autre chose, et j'ai fini par créer un jeu, mais je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas du tout formée à ça, en fait. Donc, j'ai été surprise moi-même. Mais c'est une méthode ludique qui permet de coacher et de faciliter le bonheur en 50 minutes, parce que effectivement, le processus permet d'aller à l'essentiel en 50 minutes. Donc, alors, à la base, c'était une idée. Alors, comment on transforme une bonne idée en un outil réel? Parce qu'on ne crée pas un jeu comme on écrit un livre, c'est un autre challenge. Vous êtes appuyé sur des recherches, vous êtes avec des professionnels. Comment vous avez créé ce jeu? Même si au début, c'était sur un coin de table, l'idée. Ouais. Alors, oui, il y a un processus effectivement de création. D'abord, on a l'idée, ensuite on crée un prototype, ensuite on teste le prototype. Mais vous avez créé seul ce prototype? Oui, le prototype, je l'ai créé vraiment seul en Californie, à Los Angeles, sur un coin de table, avec des cartes que j'allais acheter. J'écrivais tout, enfin les jeux de cartes, des émotions, des forces, des besoins, j'ai tout écrit à la main. Enfin, j'ai encore mes prototypes aujourd'hui. Et avec ça, je faisais des séances comme ça, et puis j'allais et je démarchais les personnes, et je disais, viens, essaye ma méthode de coaching ludique, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai fait des tests comme ça pendant à peu près 6 mois, en France et aux États-Unis.
Comme ça me permettait de varier un peu les publics. Et puis, bah, j'ai constaté que ça fonctionnait très, très bien. C'est-à-dire que c'était hyper efficace. Et donc, de là, m'est venue l'idée de dire, bah, je me lance alors, je me lance dans l'aventure, mais pour de vrai, parce que là, il va falloir faire appel à fabricants, des designers, et puis auto-éditer. Enfin, voilà. Donc, c'est là où tout d'un coup, je suis devenue un vrai entrepreneur. Et j'ai eu de la chance, j'ai été accompagnée par Jean-Marc, qui est encore aujourd'hui mon ami, qui m'a proposé une super équipe de designers, de jeunes graphistes, qui ont hyper bien, j'ai été très chanceuse, qui ont vraiment hyper bien compris Compris. au Oui, départ c'est pas ce que je évident. voulais. Ouais, ça vraiment, c'est pareil, c'est une chance, c'est une bénédiction de tomber sur les bonnes personnes dès le début. Mais ils ont tout de suite compris comment manifester ma vision. Ils ont compris ce que je voulais. Et puis ensuite, j'ai trouvé un super fabricant. Tous mes produits sont auto-édités et fabriqués en France. Ça, j'y tiens beaucoup. Voilà, c'est le Il petit faut Made in encourager. France. Exactement. J'encourage. Et C'est un très beau produit. Hein. C'est vrai que moi, pour l'avoir eu oui. entre les mains, puisque j'ai participé à un atelier, on en parlera d'ailleurs, c'est un très très beau produit. Ouais. En créant une méthode ludique, donc finalement on s'adresse à un public plus large, ça veut dire que par exemple celui qui est réfractaire à ce genre de lecture, et j'en connais, surtout les hommes qui disent oh là là, attends ton Oui. truc là, du coup on amène des gens réfractaires à jouer entre guillemets, en tout cas à se prendre au jeu et donc Oui. à finalement participer à quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait avec un livre. Ben oui, c'est là où... Donc le but c'était quoi? Non, le but c'était quoi? Effectivement, c'est toucher un public le plus large possible. Évidemment, oui, Mm. oui. Oui. Évidemment, le but, c'était de démocratiser. D'abord, c'était de dédramatiser les enjeux pour les personnes, de les amener, voilà, justement, à apprécier le coaching ou le développement personnel sous un autre angle de vue, de démocratiser la connaissance de soi, parce que c'est un sujet qui est philosophique. Donc forcément, on se dit, ah bah non, ça ne me concerne pas, ou alors ça concerne que les philosophes ou les gens, les intellectuels. Or, non, pas du tout. Et puis, c'était vraiment l'idée aussi, voilà, de le rendre le plus universel possible, donc accessible au plus grand nombre. Oui, et puis Donc, le jeu, il y a tous les gens qui n'ont pas envie de se remettre en cause, pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont peur ou pour X raisons. Donc finalement, quand on leur dit assieds-toi, tiens, on va faire une petite expérience, ça passe mieux et puis ça fait ouais, réfléchir. exactement. Et c'est un petit peu la ruse, quoi. Je suis un peu rusée, donc je me suis dit, je vais utiliser ce là. Et surtout, effectivement, après, les personnes rigolent et disent, mais en fait, c'est pas vraiment un jeu, ton truc, c'est quand même sérieux. Ah oui, c'est Et, ça, exactement, c'est très sérieux. ils ont déjà joué leur vie entre-temps, donc c'est fait, ça y est, une fois que c'est fait, et puis ils disent, mais en fait, ça marche. Alors, et les hommes, les réactions des hommes sont très Oui, rigolotes, parce oui. qu'ils sont très voilà, masculins, très analytiques, rationnels, et ils me disent, ah, mais ça marche votre truc, en fait. J'adore. Donc voilà, en entreprise, surtout en entreprise, c'est assez rigolo. Rigolo. Ils vont se voir entre eux, entre collaborateurs, et puis ils disent, t'as vu, ça marche son truc, en fait. Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est un jeu qui joue en équipe, enfin je pense, parce que moi en tout cas je l'ai joué en équipe. Est-ce que justement il est important de s'entraider pour avancer mieux? Est-ce que cette entraide, ce côté on y va tous ensemble, permet de mieux avancer, de mieux travailler? Est-ce qu'on bénéficie de ça justement personnellement? On ne travaille pas de la même manière. Quand on joue sa vie en individuel et en collectif, on ne travaille pas de la même manière, mais c'est vrai que c'est un très bon outil pour justement développer l'intelligence collective, apprendre aux personnes en entreprise ou dans une classe, par exemple, à jouer collectif. Donc, à se dépasser soi, ne pas penser qu'à soi, etc. Donc ça, oui, c'est très puissant de ce point de vue-là. Mais l'accompagnement en individuel est très sympa aussi parce que justement, on va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. Donc, c'est pas du tout le même type La même d'accompagnement. démarche. Ou la même démarche. Et alors, Mais ça, ouais. oui, pour revenir à l'entraide, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça développe beaucoup l'entraide aussi. Et en ce moment, on en a besoin. Donc, la solidarité, l'entraide. Et alors, incroyable, cela a tout de suite séduit les professionnels qui vont découvrir donc une nouvelle méthode pour, j'imagine, compléter un enseignement beaucoup plus traditionnel. Et pourtant, vous n'aviez pas vraiment de background ni leur expérience. Alors, on s'interroge de savoir comment ces professionnels ont décidé de prendre cette méthode et de s'en servir, parce que finalement, vous n'étiez personne dans ce milieu-là, et ça, c'est un gros coup de force. Ouais. Alors, j'étais personne dans le sens où je n'étais pas connue, c'est ce que vous voulez Oui, dire. oui, Ouais, oui. ouais. Parce Ouais. que moi, j'étais convaincue d'être quelqu'un. Hein. Ah non, mais moi aussi. Non, mais c'était important. Non, mais ce que je veux dire, vous ne faisiez pas partie de la caste des Tout à fait. psychologues, etc. Et donc finalement,
souvent, les gens disent voilà, qui vous aide pour amener une nouvelle méthode, quelque chose pour révolutionner les choses. Et au contraire, ça a même franchi les portes de certains congrès de psychologie. De psychologie. Donc, Ouais. ça, c'est Tout à énorme, fait. quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, quand on joue sa vie, il y a quelque chose de fantastique, c'est que justement derrière, il y a le reward, il y a la récompense, puis il y a les surprises, les bonnes surprises. Et ça a été vraiment des bonnes surprises. C'est-à-dire que moi, j'ai été capable de jouer ma vie dans le sens où j'ai vraiment, littéralement, j'ai été capable de prendre un risque. J'ai eu l'audace d'oser quelque chose de nouveau, j'ai eu l'audace d'être un peu plus moi-même, d'oser faire des choses différentes. Et derrière ça, eh ben voilà, il y a eu la récompense. Et la récompense, ça a été l'accueil qui a été hyper enthousiaste. Moi, je n'en revenais pas, hein, personnellement. J'avais des personnes qui venaient me voir, qui me disaient, vous le vendez, votre concept? Je disais, pourquoi j'ai un concept? Donc, c'était hyper amusant. Mais j'ai envie de dire que peut-être, maintenant, parce que c'est une question intéressante, en fait, que vous me posez, à laquelle je n'avais pas forcément réfléchi jusqu'à maintenant, je crois que au-delà de la récompense, en fait, c'est l'émerveillement. Quand on joue sa vie aussi, ça fait appel à l'enfant intérieur. Il y a beaucoup de joie, d'émerveillement. Moi, j'étais juste émerveillée par ce que j'étais en train de faire. J'étais émerveillée par ce que j'étais en train de créer. Et j'étais émerveillée et enthousiaste à l'idée de le proposer au monde. Et du coup, en fait, bah, mon émerveillement a rejoint l'émerveillement des personnes qui étaient émerveillées par ce que je leur proposais. Je sais pas, c'est une équation du bonheur infini, quoi. C'est un truc qui se passe, qui fait que tu es au bon endroit, au bon moment, et tu proposes le bon produit. Et qu'on envoie les bonnes énergies aux autres et que ça vous voit bien. Exactement. Ouais, c'était un vrai tsunami de joie. Les personnes étaient. Puis après, par contre, c'était moins amusant quand il a fallu que je. Parce que tout était tellement intuitif dans ma manière de créer cet outil-là. Que ça a été beaucoup moins amusant, mais très intéressant et enrichissant quand les psychologues, et notamment au congrès de psychologie, m'ont demandé, il faut faire des communications maintenant sur votre outil, sur l'efficacité, les résultats. Et donc, il a fallu que j'aille décortiquer tout ce que j'avais créé. Ouais. Alors, je les en remercie, hein, parce que grâce à eux, j'ai en fait découvert ce que j'avais créé. Mais sur le moment, moi, je ne me suis pas posé de questions. Donc, c'est aussi un des succès de la création. Quand on crée quelque chose, on le fait de manière intuitive, on ne se pose pas de questions. Ouais. Alors, d'ailleurs, dans le jeu, il suffit parfois d'une seule séance pour que les choses commencent à bouger. Moi, je les ai vues parce que je l'ai vécu une séance avec vous. On était 10 ou 12 femmes et j'ai vu les réactions et une première prise de conscience qui est assez impressionnante. Toutes les femmes autour de la table, moi compris, on est rentrés chez nous et on s'est dit qu'on avait déjà fait bouger des lignes, quoi, et qu'on avait envie d'aller plus loin. Quand vous faites des séances collectives comme celles que j'ai vécues, les personnes reviennent vers vous avec l'impression justement qu'il est temps de se prendre en main. Vous avez les gens qui disent, attends, le travail que j'ai fait, c'est juste génial. Comment je peux continuer et aller plus loin? Ouais, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai des personnes qui reviennent vers moi, qui me disent, ça y est, le déclic a opéré. Là, je suis prête. Ça y est, maintenant, je sens que je suis prête à être heureuse. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'oser être moi, d'oser justement créer du bonheur. Et donc là, on travaille ensemble. Et parfois, j'ai des personnes qui ont, voilà, il y a juste une graine qui a été plantée, puis elle va pousser. Et puis, à un moment donné, elle pourra s'épanouir, éclore à un autre endroit, à un autre moment, avec un autre thérapeute peut-être. Et c'est très bien aussi. Donc, ça dépend de la personne et du moment. Du moment aussi de sa vie. Ouais. Voilà. Est-ce qu'elle est prête ou pas finalement? Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Et qui participe? Il y a plus de femmes que d'hommes, toute classe sociale, quel type d'âge? Est-ce que il y a un participant type ou est-ce que non? Vous recrutez un peu dans toutes les catégories, tous les genres, tous les... Alors, les personnes que je forme à ma méthode, souvent, sont plus des femmes que des hommes, évidemment, mais c'est normal dans le milieu. Mais à la différence d'autres, j'ai quand même des hommes, ce qui est assez surprenant. Donc voilà, quand même, j'ai des hommes qui jouent leur vie et qui sont coachs, jouent ta vie. Après, c'est plutôt des personnes d'à partir de 30 ans, je dirais, 25, 30 ans. Il faut une certaine maturité, j'imagine, peut-être aussi pour aborder, non? Oui, mais moi, je n'ai pas un public très jeune personnellement, mais des personnes que je forme, elles sont spécialisées et interviennent avec des enfants ou des adolescents. Donc c'est juste que ce n'est pas un public auquel moi, avec lequel je travaille pas personnellement, mais j'ai des personnes qui, elles, travaillent très bien avec des adolescents aussi, des jeunes adultes, des étudiants, beaucoup d'étudiants. Voilà, donc en fait, c'est à peu près tous les âges. De toute façon, la méthode, on peut jouer sa vie à partir de 8 ans, donc voilà. Mais la méthode, à partir de tous les âges. Je joue à partir de 8 ans. Ouais.
Alors, comment justement sont complémentaires le livre et la méthode? Est-ce que j'ai une question un peu bête, mais est-ce qu'il y a un intérêt à avoir les deux? C'est pas la même chose, oui, c'est pas la même chose. D'abord, l'expérience d'écrire un livre, c'est complètement différent. Ce qu'il y a dans le livre n'est pas du tout dans la boîte de jeu, hein, dans l'outil. Dans le livre, c'est un vrai livre de développement personnel. C'est aussi un livre de réflexion sur l'avenir de l'humanité. Donc, il n'y a pas tout ça dans le jeu. Et dans le livre, l'avantage, c'est qu'en plus d'avoir ce livre de développement personnel et de réflexion sur l'avenir de l'humanité, il y a aussi la méthode, mais en mode auto-coaching. Donc, on peut et puis vous, je crois que c'est important aussi. Oui. Vous nous faites part de choses c'est vrai. Qui sont intimes, avec pudeur, et je pense que, voilà, que les lecteurs se retrouvent un peu avec ces failles dans ce que vous écrivez. Oui, c'est vrai. Alors, pour vous, il est important de faire connaître au plus grand nombre ce coaching, de démocratiser ce que vous avez appris et ce qui vous a permis d'être une nouvelle Fatima. Donc, on a l'impression que vous voulez rendre le monde heureux, ce qui est un challenge quand même en 2021 assez ardu. Alors, donc, je voulais reparler un peu de ça, d'avoir votre vision sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que est-ce que vous estimez que la Covid a fait changer les attentes? Est-ce que les gens ont envie justement d'avoir d'autres priorités, de prioriser ce qui compte vraiment, de passer à une autre vie? Est-ce que vous estimez que c'est le bon moment et que finalement, ce qui nous tombe dessus et ce qu'on vit parfois difficilement est une opportunité, un peu comme ce que vous avez vécu quand la maladie vous a touché? Ah oui, totalement. Totalement. Même si a priori, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif qui est venu bouleverser notre monde, nos modes de vie. Si on veut pouvoir s'en donner les moyens, en tout cas, ça peut être une très belle opportunité à saisir à titre individuel pour reconstruire sa vie, recoller des morceaux, retrouver l'essentiel et oser vraiment être soi et à sa place, trouver sa place dans le monde. Et puis à titre collectif pour se dire, ben, on y va. Peut-être qu'il y avait des choses à bonifier dans le monde d'avant et que le monde d'après, ben, sera toujours le même, en mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de plus, mais c'est une question de mieux, et c'est savoir peut-être tous ensemble réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir supprimer qui était superflu, et puis revenir à l'essentiel, et peut-être aussi ramener un peu de sacralité dans la vie, parce que je pense qu'on avait beaucoup perdu la notion de sacré. Moi, je ne suis absolument pas religieuse. Par contre, pour moi, le sacré, un peu comme les Amérindiens ici en Californie, c'est très, très important. Et la vie, c'est sacré. Et je pense que là, on est en train de découvrir, on a découvert à quel point embrasser son enfant, son petit enfant, passer du temps avec ses amis à une terrasse de café, marcher dans la nature, tout ça, on a découvert que c'était gratuit et que c'était sacré, mais que c'est ce qu'on vient de perdre depuis plus d'un an. En plus, des personnes qu'on a perdues, qui sont décédées. Donc c'est une vraie opportunité qui nécessite de la réflexion. C'est un moment introspectif. Ce n'est pas forcément le moment le plus agréable à vivre, parce que c'est le moment introspectif où on est face à soi, face à ses propres zones d'ombre, face à des choix à faire éventuellement, parce que rien ne bougera, rien ne changera si on ne fait pas des choix, ni à échelle individuelle, ni à échelle collective. Donc il faut faire des choix à un moment donné, renoncer à des choses. Donc oui, c'est une vraie belle opportunité qui se présente à nous. Oui, et d'ailleurs autour de nous, enfin, moi je vois, si je regarde un peu ce qui se passe dans la vie des gens autour de moi depuis un an, on a quand même beaucoup de gens qui ont déménagé, qui ont bougé, certains sont revenus en France parce qu'ils avaient besoin de retrouver leur race. Ouais, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui ont été obligés de changer de métier parce que le leur n'existait plus et qui ont trouvé du plaisir là où ils ne pensaient pas. Je trouve que les lignes sont en train de bouger. Oui. Alors collectivement, c'est parfois plus compliqué, mais en tout cas individuellement, je trouve qu'effectivement, je pense que la plupart des gens vont ressortir avec un bénéfice et une vision améliorée de la vie. On va voir. Hein. Si. Et puis alors, je sais plus... Oui, pardon, allez-y. Non, allez-y, Fatima. Je sais, il y a je sais plus quel sociologue que j'adore, j'ai oublié son nom, qui disait là récemment qu'il y a 35% des Français, par exemple, qui ont décidé qu'ils allaient changer de vie, soit de lieu de vie, de cadre de vie, soit de travail, etc. Donc, ça représentait à peu près 5 millions de Français. C'est énorme. Ah ouais. Et donc, voilà. Donc, on imagine, si 5 millions de personnes changent en France, on imagine aux États-Unis et ailleurs dans le monde, bah, évidemment que le monde ne sera plus le même après. Ouais. Donc, oui, on peut changer le monde, on peut le rendre meilleur.
Avec toi. Alors, on va revenir plus spécifiquement sur ce livre qui est divisé en 5 parties et 5 niveaux de difficulté. Alors, vous y donnez les grandes lignes de votre méthode, vous y insérez ce que j'appelle des exercices pour que chacun réfléchisse et se commence tout de suite à se poser les bonnes questions. Puis vous parlez de vous, donc c'était ce que je disais, vous témoignez de votre histoire, sans tabou, avec honnêteté. Est-ce que c'était nécessaire, ça, de témoigner, de dire finalement, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi? C'était ça Ah un oui, peu le message? évidemment. Oui, évidemment. Bah oui, c'était vraiment ça. C'était l'idée de pouvoir inspirer à travers l'exemple, en fait, tout simplement. De dire, voilà, je ne suis pas juste en train d'écrire un livre de développement personnel en vous donnant plein de petites recettes magiques et très théoriques. Je vous parle de choses qui s'expérimentent dans la vraie vie et vivre la psychologie positive ou vivre son bonheur, c'est possible, mais il y a des étapes à passer et voilà bah, quelles sont ces étapes et voilà comment je les ai vécues. Et finalement, en fait, on ne peut être que grâce au miroir de l'autre. Hein. Donc, voilà. Alors, évidemment, qu'à travers moi, en voyant ce que j'ai vécu, et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec toutes les personnes qui m'écrivent ou que je rencontre, des lecteurs, etc., bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'écris le livre, je me dis, ah ben, ça, ce point-là, pour moi, il est important. Et en fait, je rencontre un lecteur, deux lecteurs, trois lecteurs, et en fait, je me rends compte que c'était pas du tout ça qui était important pour eux, c'est pas du tout ça qui a Ouais, résonné c'est dans intéressant. dans ma vie, dans ce que j'ai expérimenté, c'est autre chose. Alors, je trouve ça génial parce que je me dis, mais voilà, c'est ça, c'est que chacun va trouver le petit détail qui va résonner avec sa vie. Donc, en fait, c'est juste pour se rassembler dans notre humanité. C'est pas à dire, parce que moi, j'ai fait, alors vous pouvez faire. Non, C'est dire, non, c'est je une suis un lecture, être. c'est une lecture plus personnelle. Ouais. Voilà, c'est vraiment dans notre humanité, on se ressemble et on se rassemble tous parce qu'on se ressemble. Oui. Voilà, donc c'était Alors, vraiment ça. comment ça marche cette méthode? Est-ce qu'à chaque étape, je prends conscience de choses, donc je suis amenée à les travailler pour justement passer au chapitre suivant où c'est censé être un peu plus compliqué? C'est des paliers qui nous permettent d'avancer, de passer au chapitre suivant? C'est comme ça que vous l'avez construit? Oui, tout Mm. à fait. Mais il y a la méthode très simple, en fait, en 5 étapes. C'est 5 étapes que l'on vit en 50 minutes, et donc c'est assez rapide. Et puis, Oui. donc voilà, ça, c'est pas quelque chose que l'on réfléchit, en fait. Justement, le biais du jeu permet de ne pas réfléchir, permet de ne pas penser juste ce qu'il faut. En tout cas, on pense Mm. juste ce qu'il faut. On n'est pas en train de overthinking. Oui, 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 oui. Français, mais et du coup, c'est là qu'est l'intérêt de cette méthode-là. C'est que ça va être, voilà, en 50 minutes, en 5 étapes très simples, on va pouvoir procéder d'une situation à laquelle on fait face et que l'on a envie de résoudre, un problème, une décision qu'on a envie de prendre. Et puis, on va aller évaluer ses émotions dans cette situation, clarifier ses besoins dans cette situation, mobiliser des forces que l'on ne mobilise pas habituellement dans cette situation et puis passer à l'action, tout simplement. Donc, c'est voilà, c'est 5 étapes, Simplement. très rapides, tout simplement. Oui. D'ailleurs, ça me fait, enfin, ça m'a fait rire. Non, mais au chapitre 4, par exemple, donc qui est quand même l'avant-dernier chapitre, vous dites que c'est pas gagné nécessairement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut ne pas accéder à la promesse de ce livre et trouver notre bonheur, mais au contraire qu'à tout moment, et même au chapitre 4, il peut y avoir un petit côté, un petit déclic comme ça, et vous sortez de ce rôle d'outsider dans lequel vous étiez pour enfin rentrer dans la méthode, c'est ça? C'est C'est ça, le tout, exactement c'est ça. pas gagné. C'est pas gagné, c'est pour ça qu'il faut y mettre de la bonne volonté, puis il faut y croire, parce que bah, après on n'est pas seul, c'est-à-dire que même si nous on a envie, après on n'est pas seul dans la vie, il y a les autres, il y a tous les protagonistes avec lesquels il faut jongler, hein, du Ouais. matin au soir, au travail, à la maison, il y a les situations qui se présentent à nous, les surprises, hein, les points d'interrogation, tout d'un coup il y a des surprises des fois, bonnes, d'autres fois des mauvaises, donc c'est ça en fait qui fait que oui, c'est jamais gagné, et en même temps, il y a toujours un gain à la fin, parce que le gain, c'est celui Oui, de l'apprentissage. C'est qu'est-ce que je vais apprendre de tout ça à la fin. Et c'est ça qui fait que je vais m'enrichir, je vais oui. grandir, je vais évoluer et m'enrichir. D'ailleurs, le dernier chapitre, c'est celui de la réalisation. Donc on a compris que c'est un nouveau challenge. Hein. On croyait s'en sortir, mais pas du tout. On passe à un nouveau challenge. Est-ce que vous avez prévu, j'ai envie de dire, une suite ou un accompagnement au-delà de la méthode? Ou est-ce que chacun est capable de travailler seul après, une fois qu'il a été au bout de ces 50 minutes? Est-ce qu'il est capable de continuer seul ou qu'il a besoin de votre accompagnement? Il y a les deux. En Mm. fait, on peut faire les deux. Tout ça, on peut faire les deux. C'est pas
Encore une fois, ça dépend du moment auquel on est dans sa vie. Des fois, on va avoir besoin d'un accompagnement. Ça va être important d'être accompagné parce que seul, on n'arrivera pas tout le temps ou pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et d'autres fois, on est capable aussi de pouvoir s'auto-coacher, justement, et de mettre en place de nouveaux mécanismes et donc de fonctionner, de bien fonctionner, de performer bien, rapidement. Et Alors, c'est si on est accompagné par qui? Par les coachs que vous formez ou... Oui, tout Oui, à fait. Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. On est accompagné par un coach qui est formé à la méthode et qui est en capacité de faire un accompagnement sur la durée pour voilà, vous aider éventuellement à prendre une décision, à mener à bien un projet, à réaliser un projet, à vous aider à créer une activité, à lancer votre activité, etc., etc. Ouais. Ça, ou à faire une transition de vie, ce qui arrive beaucoup en ce moment, oui, justement. Vous oui, très accompagnez à la dans la mode. transition de vie. Alors, vous parliez du sacré tout à l'heure, et c'est vrai que dans votre livre, il y a plein de références à des cultures, des religions différentes, un peu une façon de dire que peut-être tous les humains puisent finalement dans la même croyance. Et ça m'a fait penser à une histoire que un peu rapide que je vais raconter, mais qui m'a fait vraiment réfléchir. J'avais un ami qui avait fait venir un rabbin pour débarrasser la maison d'un ami qui avait une âme envahissante. Et il a été surpris de voir que cet ami qui avait été voir des chamans en Amérique du Sud a été surpris de voir que c'était les mêmes prières, c'était les mêmes plantes, c'était les mêmes méthodes, alors qu'on est dans les chamans au fin fond de l'Amérique du Sud. C'était un rabbin aux États-Unis. Donc, ça m'a fait penser à ça. J'ai l'impression que, voilà, vous dites que ce sacré, finalement, il en revient à la même base, à la même source. C'est un peu, Ouais, ouais. exactement, c'est ça, c'est la source en fait, hein, c'est la Mm. source universelle. Hein. Mm. Et puis chaque peuple en son temps va aller puiser à la source une certaine connaissance et à la fin on retrouve que c'est exactement la même connaissance partout, tout le temps. Donc c'est ça Ah, ouais. qui est vraiment intéressant et magique et c'est là où on se dit waouh, en fait il y a un vrai socle commun. Et ben oui, la source, ça coule de source et la source elle est la même pour tout le monde, quoi. Alors, Euh, on ne va pas dévoiler la méthode ce soir, mais j'aimerais revenir sur quelques réflexions que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Alors, pour vous, il y a une vraie volonté personnelle d'aller mieux et de prendre le risque d'être heureux et d'être aimé. Donc, il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi le décider. Donc, ce n'est pas parce que je veux aller mieux qu'il faut que je mette en action cette volonté, c'est ça. Mais comment on décide de se prendre en main quand on ne va pas bien finalement? Parce que c'est ça le problème. c'est un choix. Mm. En fait, c'est simplement un choix et ça a l'air très simple comme ça et ça l'est. Et en même temps, la seule chose, c'est que ça n'est pas aisé, mais c'est simple. Mais c'est un choix. Et j'ai entendu, je crois, c'est le docteur Salomon que j'aime beaucoup, qui écrit des livres, et il me semble hein, que c'est lui, qui disait l'autre jour dans une interview, vous savez, à chaque fois que je choisis de boire trop d'alcool, c'est un choix. À chaque fois que je choisis de finir la boîte de macarons, c'est un choix. À chaque fois que je choisis de ne pas faire d'exercice, d'activité physique, c'est un choix. Et à chaque fois, on a la possibilité de choisir de créer son bonheur ou de créer du malheur, Oui, mais de créer du bien-être ou ouais. voilà, du mal-être. Mais Donc est-ce oui, que le choix devient réalité? Parce que oui, bon, si on passe c'est à pas un claquement l'action, de doigts. Ouais, ouais. si on passe à Est-ce que, l'action, c'est là que tout se joue. ouais, est-ce que tout le monde est capable d'avoir ce regard, enfin, c'est un regard positif sur la vie? Est-ce que tout le monde est capable d'apprécier les petits bonheurs de la vie, un coucher de soleil? Enfin, voilà, est-ce que tout le monde est capable d'aller vers le bonheur? Est-ce Oui, on a tous cette faculté? tous, absolument tous. On a tous cette faculté-là et elle est innée, elle est naturelle en nous. Et par contre, on a besoin d'être connecté. On a besoin d'être connecté à soi, aux autres et au monde. Donc, c'est vrai que, par exemple, un des plus gros dangers qu'il y a actuellement, c'est l'hyperconnexion aux réseaux sociaux Ah oui, et je voulais vous en aux parler de ça, smartphones, justement. Ouais. etc. Parce qu'effectivement, ça nous déconnecte de la réalité, en fait, de la matière, du terrain de jeu sur lequel on est. Et c'est là que se passe l'essentiel. C'est pas sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas sur Facebook ou Instagram que je vais pouvoir vraiment aider les personnes à être plus heureuses, par exemple. Tout le Oui, temps que je passe ouais, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas dans la vraie vie, en ouais. train d'expérimenter la vie, en train de jouer ma vie, en train de vivre des expériences. Vous Donc, parlez de la vie réelle et de la vie fantasmée, et de cette différence entre le bonheur artificiel et le bonheur réel. Et moi, je me suis posé une question, est-ce qu'on est en train de créer des générations d'adultes qui vont être malheureux parce que c'est des générations qui auront fantasmé sur un bonheur qu'ils ne vivent pas? on verra ça plus tard. Ouais. Il y a...
il y a un risque en tout cas. À suivre. À suivre, hein, ça va être comme Dallas, les épisodes. Il y a un suivi, ouais, c'est à suivre et de très près en tout cas. D'un point de vue psychologique, il est évident que les connexions neuronales, tout ce qui se passe dans le cerveau actuellement chez les jeunes enfants, chez les ados, etc., est très très important. Hein. Donc, et ça vient profondément modifier leur relation à la vie. Déjà, ne serait-ce que ça, alors la relation aux autres, n'en parlons pas, mais la relation à la vie change fondamentalement. Ouais. Alors, on va en parler d'enfance, on va même aller un peu en dessous de l'adolescence, puisque vous en parlez. Pour vous, tout commence à ce moment-là, dans cette enfance. On arrive sur Terre, on se demande déjà qui on est, ce qu'on fait là. Puis ça ne s'arrange pas durant toute l'enfance, les remarques qui ont des impacts sur nous, la confiance en soi, le doute, savoir au nom de quoi on est capable face à la vie. Et c'est notre enfance qui nous permet de nous affirmer plus tard ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qu'on vit dans l'enfance qui fait de nous un adulte qui doit se battre ou pas pour changer, qui doit être capable de jouer sa vie? Oui, il y a en fait les 7, 8, maximum 10 premières années, Ah oui. mais vraiment les 7 premières déjà en tout cas, sont déterminantes, hein, vraiment déterminantes dans notre capacité ensuite en tant qu'adulte à être heureux, à savoir faire la différence entre le bien, le mal, à savoir s'estimer, à avoir confiance en soi, à être capable de porter des projets, savoir porter nos idées. Et ça va dépendre effectivement de la manière dont on va être accueilli, dont on va être élevé dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire élevé, la manière dont on nous fait grandir, déjà la manière dont on nous voit, le regard que l'on perçoit de nous et ce qu'on renvoie de nous. Effectivement, si on est constamment maltraité, ah, mais t'es un âne, t'arriveras jamais à rien faire, t'es nul en maths, de toute façon t'es trop lent. Si on n'entend que ça toute La son confiance en enfance, soi. évidemment que là, on perd notre personnalité qui est en train de se construire, ne se construit pas sur des fondations solides. Et souvent, en fait, les coachs, les thérapeutes passent leur temps, quand ils reçoivent les adultes en consultation, à restaurer l'enfant, qui a été maltraité, hein, tout Alors, simplement. il n'y a pas que ça, parce que vous parlez aussi de bagage intérieur qui viendrait peut-être d'avant la naissance. C'est quoi ce bagage intérieur? C'est ce qu'on se transporte de génération en génération. C'est des vies antérieures, c'est un mélange de tout. C'est ce avec quoi j'arrive sur Terre qui, Ouais, ne dépend pas de de l'éducation moi. que l'on m'a donnée. C'est-à-dire, ça ne va pas dépendre ni de l'éducation que m'ont donné mes parents, ni de l'éducation ce que je reçois à l'école, ni de la société, les règles sociales que l'on m'impose. C'est quelque chose avec lequel, c'est vraiment un bagage avec lequel j'arrive sur Terre. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce bagage? Il y a plein de petits trésors, il y a des talents qui sont les miens, qui sont innés, des dons parfois. On voit bien qu'il y a des enfants qui ont des vocations très tôt, alors que d'autres pas du tout. On voit que certains enfants sont doués pour certaines choses dans une même famille et que le frère ou la sœur, absolument pas. Et puis il y a des enfants qui disent qu'ils vont rencontrer leur prince charmant. Et puis ils le rencontrent. Exactement, tout à fait. Il y en a qui disent, oui, moi je changerai le monde, moi je serai astronaute, et qui savent déjà très bien. Et il y en a qui le réalisent, parce qu'effectivement, ils sont arrivés avec ça, et c'était quelque part leur mission de vie. Et donc, ensuite, ils vont passer un certain laps de temps de leur vie à faire en sorte que ça se réalise, à le manifester. Et il y Alors, en a pour lequel c'est un peu plus long. Alors, j'ai encore beaucoup de questions. J'essaie de faire un peu de ménage dans toutes Oui. les questions. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous rappelez quand même à chaque lecteur qu'il est une personne exceptionnelle, un héros, un acteur de sa propre histoire. J'ai trouvé ça joli. Et qu'il est un cadeau. Et donc, il n'a pas besoin d'être parfait pour exister dans la vie. Alors, c'est un peu une méthode Coué ou non? C'est une vérité qu'il faut que dont chacun doit s'imprégner pour aller mieux. Non, c'est une vérité dont chacun doit s'imprégner parce qu'en fait, l'histoire de la vie, au sens large du terme, est vraiment composée de l'histoire de nos vies respectives. Et chacun de nous, en fait, joue un rôle important et il est précieux au regard de cette grande histoire-là. Donc après, il y a des premiers rôles, des seconds rôles, des figurants dans cette grande histoire-là, mais tout le monde a sa place et tout le monde est précieux. Chaque être vivant, chaque âme est importante et précieuse. Pourquoi? Mais simplement parce qu'elle va avoir des choses à expérimenter et qu'elle sera source d'apprentissage. Ces expériences-là seront source d'apprentissage et donc d'enrichissement. Et c'est là où justement chacun est précieux parce qu'il est une source de richesse pour l'ensemble, pour le collectif.
Donc, voilà, non, c'est Alors, une vérité. il y a une autre démarche que j'ai trouvée extrêmement intéressante parce que comme beaucoup, je l'ai parfois apprise trop tard, vous expliquez qu'il faut choisir ses alliés et choisir ses interactions sociales, que ce soit dans le privé et dans le professionnel. Donc, en vérité, le maître mot, c'est de ne pas subir. Oui, c'est vraiment ça. Et C'est voilà. vraiment oui, c'est le sens même de la philosophie Joue ta vie, c'est-à-dire d'être acteur de sa vie. Donc, être acteur de sa vie, ça veut dire choisir. Donc, je choisis quoi? Je choisis de manger bien, par exemple, de manger une alimentation équilibrée ou saine, parce que je veux du bien à mon corps. Donc, je fais du bien à mon corps. Ben, je vais choisir aussi mes alliés. Oui, je vais choisir mes alliés parce que je vais faire attention aux personnes que je fréquente. Je vais faire attention. Est-ce qu'elles sont nocives? Est-ce qu'elles sont plutôt toxiques? Est-ce qu'elles sont plutôt positives, bienveillantes à mon égard? Est-ce qu'elles soutiennent mes projets, pas nécessairement mes idées? On peut ne pas être d'accord, au contraire. Mais est-ce qu'elles sont bienveillantes? Est-ce qu'elles m'enrichissent? Est-ce que il y a un vrai sentiment de partage entre nous et de soutien, d'entraide? Oui, donc il faut, ouais, c'est comme sur un terrain de jeu, choisir ses alliés. Et c'est extrêmement dur de s'en débarrasser. Je crois qu'on a tous eu des personnes toxiques autour de nous. On a mis du temps avant d'oser s'en débarrasser, quelles qu'en soient les raisons. Et ça, je trouve que c'est un conseil essentiel dans votre livre. Parce que ça revient, Sandrine, parce que ça revient à la notion d'amour dont on parlait juste avant. Parce que ça revient à la notion d'amour. Donc la notion d'amour au sens large, mais aussi la notion d'amour de soi. Si je m'aime, alors oui, je vais choisir. Je ne m'inflige pas des souffrances inutiles en choisissant des personnes qui vont me faire du mal ou qui vont, voilà. Alors, pour vous, le passé et le futur, ça importe peu. On doit être dans le présent, c'est ce que vous dites. Pourtant, on a un passé à supporter et on a un avenir à créer. Alors, le secret du bonheur, c'est de vivre au jour le jour, sans se soucier de ce qui va arriver demain. Plutôt être cigale ou fourmi, ou non, c'est un peu différent quand même. C'est dans l'équilibre. Le secret est dans l'équilibre, dans la modération, dans l'équilibre en fait. C'est quelque chose qui est très difficile. La vertu de la modération, de la tempérance et de la modération n'est pas forcément le fort de l'être humain. Oui, c'est sûr. Oui, exactement. Donc en fait, c'est vraiment une question d'équilibre, de pouvoir, oui, juste ce qu'il faut être s'enrichir de son passé pour créer et construire son avenir, tout en sachant que c'est ici et maintenant que ça se fait. Donc oui, c'est une question d'équilibre. Alors, j'ai juste de gentils petits messages de Julie, apparemment, qui était là lors du coaching et qui avait dit « J'avais adoré jouer, c'est super, c'est un bonheur ce livre. » Donc, voilà, petite Julie qui nous fait ses réflexions. Alors, à la fin du livre, justement, il y a des annexes et puis donc, il y a le jeu, alors de façon différente, mais il y a le jeu. C'est aussi une façon, donc en jouant à la fin, de faire le bilan de tout ce qu'on a appris dans le livre, donc de mettre à profit et de commencer à avancer. Là, oui, c'est un compagnon de route. C'est un compagnon de route dans le sens où c'est vraiment un outil qui va nous permettre effectivement de pouvoir avancer et de manière rassurée. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un outil sur lequel on peut se reposer en cas de besoin pour justement résoudre un conflit, prendre des décisions, avancer dans sa vie, transformer des choses qui ne nous plaisent plus. Ouais, donc c'est un vrai, je le vois comme un compagnon de route. D'accord, donc ça veut dire que ce n'est pas un exercice qu'on fait juste à la fin du livre, c'est un exercice qu'on peut reprendre à tout moment, à chaque fois qu'on a besoin de réfléchir à quelque chose et d'avancer, de se remettre. Oui. Intéressant. Donc c'est le travail du jeu en un petit peu réduit, parce que le travail du jeu est quand même beaucoup plus vaste. Donc aujourd'hui, vous certifiez des coachs, d'ailleurs vous êtes débordés. On a eu du mal à vous avoir ce soir, on a de la chance. Combien de coachs avez-vous formé à ce jour ? Voilà, je crois à peu près un peu plus de 300 maintenant. C'est énorme. Dans le monde. Dans le monde, ce que j'allais vous dire, il y en a partout. Il y en a en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Italie. Combien de temps dure la formation ? Non, la formation est comme la méthode, elle est rapide parce que justement la méthode est suffisamment efficace pour fonctionner en peu de temps. Mais c'est pareil avec les formations parce que ce qui compte, c'est la pratique, c'est après, c'est sur le terrain. Il faut y aller, il faut coacher, il faut aider les personnes à jouer leur vie. Donc, la formation dure à peu près un peu plus d'un mois intensive. Et ensuite, c'est la pratique, l'accompagnement. Qui sont les gens qui viennent se faire coach, enfin, se faire coacher pour devenir coach? C'est des gens qui sont déjà dans le milieu de l'accompagnement ou pas nécessairement?
La plupart du temps, oui. Ils sont déjà dans le milieu d'accompagnement, sont déjà des experts, ils sont déjà soit spécialisés en coaching, soit en thérapie, en sophrologie, en psychopédagogie positive, en psychologie positive, en PNL. Enfin bref, en général, ce sont voilà, des managers aussi, des personnes vraiment expertes ou spécialisées. Et à d'autres moments, bah, en fait, ce sont des personnes comme moi en Ouais, 2011 en qui, 2011, ouais. voilà, qui font une reconversion professionnelle et qui se lancent et qui veulent lancer leur activité de thérapeute, d'accompagnement. Et voilà, donc ça me rappelle toujours un peu de bons souvenirs, parce que ça me rappelle moi à mes débuts, donc j'aime bien. J'aime bien les accompagner, les prendre par la main et leur dire, tu vas y arriver, tu verras. Alors, quelques questions au-delà du livre. Vous vivez à Los Angeles aujourd'hui, on l'a dit. Vous avez vécu dans de nombreux pays. Juste avant Los Angeles, vous viviez à Washington, D.C. Est-ce que le lieu est important pour trouver son bonheur, son équilibre? Est-ce qu'il y a des énergies positives qui correspondent mieux à certaines personnes? Est-ce que quand on n'est pas heureux dans un endroit, il faut en partir? Est-ce que l'endroit où on vit est important pour se trouver? Ah, très, très important. Ouais, ouais, évidemment. Ouais, ouais. C'est notre environnement joue un rôle fondamental hein, sur notre capacité à performer, à être heureux. Ouais. Donc, après, si on n'a pas la possibilité de changer, oui, c'est un peu compliqué. Oui, bien sûr. Mais si on On peut part s'en du donner les principe. moyens, Ouais, ouais. ouais. Si on n'est pas heureux à un endroit et si on peut s'en donner les moyens, oui, pourquoi ne pas envisager de partir, déménager, quitter cet endroit pour vivre là où on a toujours rêvé de vivre, où on se sent à sa place bien, en termes d'énergie, effectivement, d'énergie, de personnes qui vont nous, voilà, de culture aussi, qui vont nous accompagner, qui vont nous élever, qui vont nous aider à nous épanouir. Ouais, c'est vraiment Alors, important. En sachant quand même que ouais. chaque pays, parce que moi, par expérience, chaque pays m'a aidé, hein, a contribué à qui je suis aujourd'hui et m'a rendue heureuse d'une certaine façon. Donc, mais il y a des pays où j'ai envie de vivre très longtemps. Il y a des pays où j'ai envie de vivre un peu, mais vite de partir. Il y a des pays où j'ai envie de m'arrêter, de m'installer, de dire c'est ici. Je suis à la maison, c'est bon. Voilà, donc Et alors est-ce que vous êtes à la maison en ce moment, Fatima? oui, en Californie, je suis un peu à la maison. Oui, vraiment, je sens que c'est l'endroit où j'ai envie de Poser les valises. m'enraciner, poser les Alors, valises. quel est le rituel de la journée de Fatima en dehors de son travail important? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous faites du yoga? Est-ce qu'il y a des activités comme ça qui reviennent enfin, chaque jour, tout au long de... Pas du tout. Ah non, je suis un très mauvais exemple. Non, c'est pas vrai. Si, si, quelques-unes quand même. En fait, je suis quelqu'un d'assez connecté en règle générale, de manière naturelle. Mais ce que j'aime le plus, c'est marcher. Ça me permet justement de méditer. Moi, je fais de la méditation active. Et puis, voilà, d'essayer de faire de l'activité physique, ça me paraît être un minimum, mais quand on peut, sans donner les moyens. Voilà, mais après, je ne suis pas quelqu'un qui est plein de rituels de bien-être. Oui, c'était ma question un peu. Non, non, voilà, c'est pas mon C'est truc. pas vous. Je suis hyper active. Enfin, je suis hyper active. Je suis quelqu'un de très actif, donc je suis beaucoup dans l'action. Donc voilà, donc je vais pas être trop, mais voilà, même quand je fais de la méditation, c'est actif. Donc, Alors, on va parler rapidement de votre actualité. Donc, il y a beaucoup d'ateliers en ligne. Hein. J'en vois passer sur les réseaux sociaux, des certifications de coach. Côté auteur aussi, des choses en prévision ou non, c'est pas à l'ordre du jour? Non, là, je suis en train de créer ici le nouvel oracle, Jeu David. Donc, je crée un nouveau jeu, en fait, qui est un jeu de cartes oracle, qui sera un peu extrait du livre Jeu David, avec voilà, des petites guidances, des guidances, en tout cas, qui, je l'espère, seront puissantes et aideront les personnes au quotidien, comme ça, en tirant une carte à être, voilà, à donner une bonne énergie. Ce sera un petit rituel, voilà. Je me crée mon rituel, en Voilà, fait. exactement. Vous le ferez pour vous et pour nous. Voilà, exactement. Voilà. Mais Alors, non, pas de livre dans l'immédiat. alors vous avez écrit au président Macron aussi, parce que vous avez eu de l'empathie. Qu'est-ce J'ai qu'il vous bien a fait appris un pour lui. matin? Vous êtes levé en disant mince, le pauvre homme. C'était une démarche, c'était une démarche intéressante, je trouve. Une jolie démarche bien bienveillante. Ah ouais, c'est Il y a une vrai. réponse? Oui, oui, j'ai eu une réponse. Oui, oui, Ah, on m'a remercié de mon amabilité. Et j'ai trouvé le mot intéressant parce qu'effectivement, c'était vraiment de l'amabilité dans le sens où c'était vraiment de l'amour que je voulais donner à mon prochain. Parce que je ne sais pas, j'ai été choquée. Je crois que j'ai vu une photo de lui en fait. Et je me suis souvenue du beau jeune homme qui est arrivé à l'âge de 39 ans, élu président en France, qui était jeune, la présidence est pimpant. une épreuve. Hein.
Et j'ai vu une photo de lui, je me suis dit, oh là là, il a pris 10 ans et on sentait qu'il était, enfin je sentais en tout cas qu'il était dans un état de déliquescence totale. Donc, Et vous l'avez écrit. voilà, en tant qu'être humain, j'ai juste, parce que c'était vraiment absolument pas un geste politique, hein, Oui, oui, qu'on non, soit mais bien clair. sûr, Mais vous l'avez vraiment, en tant qu'être compris. humain, je me suis dit, je sais pas où c'est le coach qui est en moi, mais je me suis dit, je vais envoyer un petit mot de soutien en fait à ce président qui est quand même le mien. Donc voilà. Alors, qui est votre double président aussi, parce que vous vivez aux États-Unis, et j'allais justement vous demander si, est-ce qu'avec Joe Biden, l'Amérique vit mieux, est-ce que le monde est meilleur aujourd'hui? Ah ben, le monde est apaisé en tout cas. Le monde est apaisé et je pense qu'on avait besoin de cette paix-là, de cet apaisement-là et plus de comportements névrotiques qui semaient le chaos quoi, dans les vies des uns et des autres. Ouais. Donc ça, au moins, c'était vraiment Un changement, oui. un changement qui fait du bien. Ouais. Mm. Alors, on n'a pas parlé bien évidemment d'un centième de ce que contient ce livre, et encore Oh, moins quand le jeu, même. et tant mieux, puisque ça, vous allez le découvrir. Donc, j'invite donc chacun à se plonger dans la méthode. Donc, le jeu est en vente sur Rencontre des auteurs francophones notamment, et pour le livre, vous m'adressez un petit message après l'interview, et je m'occuperai de vous le faire parvenir. Moi, j'aime bien finir avec un petit questionnaire de pouce, donc quelques petites questions. Le livre du moment, Fatima. Ah, c'est terrible. Quoi? Justement, je pensais à vous et je me disais, ah là là, c'est fantastique son travail, elle a le temps de lire. Je suis tellement toujours en train de travailler que je me dis, non, c'est pas bien, il faudrait que je lise. Alors j'en ai acheté Bien, et c'est la première ils sont geste. sur ma table de nuit, ils sont sur ma table de nuit et je ne les ai pas encore lus. Mais j'en ai plusieurs, notamment Guérir l'ego pour révéler l'être. Et j'avais choisi aussi des romans, Mémé dans les orties. Ah, un Voilà, gros succès français. Ouais. voilà. Alors, Donc, est-ce qu'il y a un livre de chevet, un livre que vous offrez, par exemple, régulièrement, que vous conseillez? ah, oui, pour moi, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho, ouais, que vraiment je recommande. Et le dernier, ça a été mon mari qui l'a lu d'ailleurs et qui ne l'avait pas lu. Donc, ouais, Ouais. celui-ci. Moi, c'était le premier. Je crois que je les ai tous, ou quasiment, parce que je trouvais qu'à un moment, l'écriture était moins intéressante. Mais en tout Oui, cas, tous les premiers oui, nous apportent beaucoup. On les lit mm, différemment que des romans, je trouve. C'est différent. oui. Mm. Votre meilleur moment de la journée, Fatima, c'est quand? C'est quoi? Quand je travaille, Mais bravo! C'est une jolie réponse, j'accepte. Alors, on parlait donc vous ne méditez pas, vous ne faites pas de yoga, donc on pense effectivement que les coachs font tout ça et mangent des graines et boivent de l'eau de coco. C'est quoi vos petits péchés mignons? Des gourmandises, des macarons, j'étais pas loin. Non, je suis une fan de bonne chair, j'aime manger, j'aime boire, j'aime la compagnie. Donc oui, évidemment, ces choses-là. Mais encore une fois, avec modération, dans le sens où, voilà, si, je fais un peu de yoga, etc. aussi, mais de la modération. Mais ouais, j'ai des petits péchés Faut pas mignons. exagérer. Un lieu que vous aimez à Los Angeles, où vous avez, quand ça va pas, ou quand vous avez besoin de souffler, je sais pas, ou qui vous fait plaisir. L'observatoire de Griffith, Ah oui, Griffith Park, j'adore. ouais. Monter là-haut, ça me rapproche des étoiles. Et puis, ça me fait penser aux étoiles de LA, tous ces gens qui sont là et qui rêvent leur vie rêvée. Ça, c'est. Ouais. Et puis, on y voit des couchers de soleil sublimes. Et justement, bah, ça, c'est un de mes rituels. Regardez, par exemple, voilà, tout ça, c'est de la méditation. En fait, moi, je suis très contemplative, plus que méditative, je suis très contemplative. Et voilà, contempler un coucher de soleil, le sourire de ma fille, les fleurs qui Petit sont en train bonheur. de s'épanouir dans le désert, etc. Tout ça, ça me... Waouh, ouais. Une autre ville dans le monde où vous pourriez vivre, ou que vous avez aimé, ou qui est importante pour vous? Paris, c'est ma ville, hein, Paris, Paris, ville des Lumières, même si je ne sais pas si je serais capable d'y Y revivre, revivre. mais Paris, c'est ou Paris ou Los Angeles, je crois, pour moi. Ouais. Et puis, on va terminer peut-être par un conseil en ces temps de pandémie. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous regardent? De Garder jouer leur vie. l'espoir, de jouer leur vie, ouais, ça ferait un peu trop promo ça. Et en même temps, c'est tellement la vérité. Ouais, jouez votre vie dans le sens où si jamais il y a des choses que vous avez envie de faire, vous aviez envie de faire, vous rêviez de faire, bah, c'est peut-être C'est le moment. justement le moment de lâcher les rênes et de dire ben, j'y vais quoi.
c'est maintenant ou jamais, je joue ma vie. Ouais. Merci Fatima d'avoir été là. La semaine prochaine, on part au Mexique et on va rencontrer Lily Plume, qui nous raconte son expatriation d'abord au Brésil et ensuite au Mexique. C'est un petit livre drôle qui raconte plein de choses. Et puis voilà, et puis j'ai reçu plein de nouveautés, mais on n'a pas le temps parce qu'on a été très très long, c'était extrêmement intéressant. Merci Fatima, donc je vous en parle dans la semaine sur les réseaux sociaux. Je rappelle donc que votre livre joue la vie, et puis surtout le jeu, parce que le jeu c'est une belle expérience à jouer entre amis, entre collègues, qu'importe, il suffit de se réunir et de commencer à réfléchir de quelle façon on peut changer sa vie, accéder à plus de bonheur en tout cas. Peut-être pas au bonheur absolu, mais en tout cas plus de bonheur pour changer nos vies. Et en ce moment, on en a besoin. Merci Fatima. Belle fin de journée à Los Angeles. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.